Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, t'as repris la muscu ou quoi? Salut Rudy. Non, je fais des trucs, mais je fais pas encore de la muscu. T'as fait les biceps, à vous. T'as fait du rameur ou pas? Tu rames? Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que ça le faisait éclater de rire à chaque fois qu'en début de podcast, tu me demandais si je faisais du rameur ou du ski erg. Et ski erg non plus? Mais attends, t'as acheté 2 machines pour rien? Rudy, est-ce que tu es allé voir le conte de Monte Cristo? Non, mais j'en ai entendu que du bien, mais en fait, ce qui me rebute, c'est que ça dure 3 heures et qu'actuellement, il fait beau. Et donc, je me vois pas m'enfermer 3 heures. Je veux pas y aller à 21h parce qu'après, ça me fait me coucher trop tard, le temps de rentrer, tout ça. Et donc, en fait, j'y vais pas parce qu'il fait trop beau. Donc, bon. mais on m'a dit que c'était bien. Oui, ça se laisse regarder, même s'il y a des libertés qui sont prises sur le livre, pour si tu as lu le livre. Mais alors, au début, donc, t'as le héros qui plonge dans une mer déchaînée pour aller chercher une femme qui se noie. Et donc, il plonge torse nu, mais avec son pantalon. La mer, enfin l'océan est déchaîné. Et lui, il plonge. Il a pas froid. Il ouvre même les yeux sous l'eau pour la récupérer parce qu'elle a déjà un petit peu coulé. Tu sais, pas de problème. Et puis après, il la récupère. Il la remonte dans le bateau. Toujours pas de problème. La fille, elle est gelée. Donc, on lui met des couvertures. Mais lui, il est torse nu, mais il claque même pas des dents et tout ça, tout va bien. Et voilà, ça se passe comme ça dans les films, mon cher Rudy. Et donc, tu t'es senti un peu fébrile en voyant ça. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je suis fragile comparé à ce type? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis fragile, oui. Et en plus, il nageait, je crois, à 6 ou 7 km/h, alors toi, t'es plutôt à 2. Avant que t'as accéléré cette semaine. T'as accéléré. Ouais, alors, on parlera de ce truc-là. Mais en fait, je pense que je suis meilleur que je pensais, Rudy. Ah ouais, parce qu'en fait, effectivement, quand je chronomètre et tout, je suis autour de 2 km en 1 heure, ce qui est pas beaucoup. Mais en fait, je me suis rendu compte que le vent jouait vachement sur la vitesse et que souvent je suis à contre. Le vent tourne. Le vent, moi aussi au Québec, il tourne souvent. C'est une bonne excuse, ça. Ouais. Et en fait, comme j'ai la fameuse bouée là pour être visible, et ben ce qui se passe, c'est que j'ai la lanière qui est au bord qui est autour de la taille. Et en fait, des fois, la lanière, je sens qu'elle tire. Et donc, si la lanière tire, c'est bien la preuve qu'en fait, j'ai un contre-courant. J'ai un espèce de drague avec la bouée. Donc, en réalité, on croyait que j'étais nul, mais finalement, non. C'est la bouée. Je dois lutter contre les vagues, mais en plus, je dois traîner la bouée, tu vois. Donc, au final, c'est un peu comme si c'est comme si je faisais de la natation lestée, en fait, tu vois. Et donc, finalement, on croyait que j'étais nul et je suis super bon, voilà. Non, c'est bon, on va faire une compétition, alors. Merci de blague de Biscarrosse. Alors, oui, justement, en parlant de ça, faut que je présente mes excuses à un auditeur. T'étais sûr que c'est lui? Je suis pas sûr. Alors, il se trouve que la dernière fois, donc je pratique beaucoup l'autodérision et quand je pratique l'autodérision, c'est pas gênant parce que ça ne concerne que moi. Mais la dernière fois, j'avais fait un petit peu de dérision avec quelqu'un que j'avais croisé où j'avais dit que son physique ne correspondait pas aux performances qu'il m'avait dit. Il te mettait tarif sur l'eau et il avait un physique un peu skinny fat. Il avait un physique qui était perfectible, je trouvais, par rapport à ça. Bref.
Et du coup, Rudy, je sais plus, on avait rajouté la fois d'avant, etc. Et en fait, cette personne-là, semble-t-il, écoutait le podcast et m'a fait part en commentaire que voilà, j'avais pas été très cool. Donc voilà, je m'en excuse et si j'ai l'occasion de le recroiser, j'aurai plaisir à nager avec lui. Et tu iras ton slip pour le saluer, j'espère. Même si il nage, il est devant moi. Et donc ça servira de leçon, Rudy. On peut se moquer de soi-même, mais il faut faire gaffe quand on fait de l'humour avec les autres parce que des fois, eux sont pas forcément contents d'être la cible de l'humour en question. Bah, je sais pas, si t'es gras, c'est pas une critique, quoi. Ça y est, puis il en rajoute. Non, mais c'est vrai, tu sais, t'es dans un monde, on est dans un monde un peu aseptisé. Le type est gros, faut pas dire qu'il est gros. C'est pas du t'es tout ce gros, que t'es j'ai gros. Ah Non, oui, mais c'est pas ce que t'as dit. C'est un peu ça aujourd'hui. Tu peux rien dire. Le type, tiens, j'ai une blague, je la raconte. Allez, elle est un peu marrante. Genre, je sais pas si je te l'ai raconté. Un coup, j'ai rendez-vous avec une gonzesse et on discute tout ça. Elle faisait de la muscu, moi aussi tout ça. Et elle me dit d'un air sérieux, elle me dit ouais, j'ai une question indiscrète à te poser. Je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Et elle me dit tu travailles pas les avant-bras? Et donc j'étais là et je dis donc je lui explique la morphoanatomie, la longueur des muscles, tout ça. Et donc sa question m'a fait rigoler parce qu'effectivement, tu vois, c'est un peu de l'autodérision, mais en fait, je l'ai pas pris personnellement. En fait, t'as pas d'avant-bras, c'est pas grave, quoi. C'est comme ça, en fait. Tu sais, c'est pas une question méchante. Donc, dans le sens où, si t'es gros, t'es gras, t'es petit, t'es grand, je sais pas, t'es roux, t'es chauve, ou peu importe. En fait, c'est juste la vérité, quoi. C'est pas méchant, quoi. Ma foi. Ok. Alors, troisième sujet sur ma liste. Alors, je l'ai intitulé le joueur de lutte. Le joueur de lutte et Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, une espèce de guitare, on va dire. Ah, Alors, c'est donc j'ai trouvé cette petite phrase là. Donc c'est Blaise Pascal, notre scientifique, penseur français et tout ça, qui est né en 1663, qui avait écrit ceci. Alors je vais le lire rapidement. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut. Or, l'ordre de la pensée est de commencer par soi, par son auteur et sa fin. Donc en gros, il nous dit que voilà, on est fait pour réfléchir, il faut pratiquer l'introspection, tout ça. C'est comme ça qu'on sera un homme heureux. Et après, il écrit, écoute ça. Or, à quoi pense le monde? Donc à quoi pensent les gens? Jamais à cela, donc jamais à penser, mais il ne pense qu'à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire des vers, à courir la bague, à se battre, à se faire roi, sans penser à ce que c'est qu'être roi et qu'être un homme. Et bref, et j'ai trouvé ça très rigolo parce que, en gros, lui, il nous dit que ils sont, au lieu de réfléchir à son époque, les gens sont des dilettantes. Ils pensent qu'à jouer du luth, tu vois, à faire des vers. Donc, en gros, à écrire des poèmes et à courir la bague. On suppose que ça veut dire à chercher une fiancée, tu vois. Et donc, à cette époque-là, jouer du luth et faire des vers, d'après Blaise Pascal, tu vois, c'est une distraction un petit peu, c'est la honte, quoi, de faire ça. Tu n'utilises pas vraiment ton cerveau, tu vois. C'est ce que je comprends en lisant la phrase. Et du coup, voilà, même danser, lui, il trouve que c'est pas cool. C'est pas réfléchir. ce qui est drôle, c'est que ça a 400 ans et que c'était déjà les problèmes de l'époque et c'est encore pire aujourd'hui, quoi. Oui, bah, en fait, à chaque fois, il y a un vieil extrait sur Internet qui revient où tu as le même genre de phrase, mais qui date de 2000 ans. Je sais plus si c'était Socrate ou Platon, bref, qui se plaignait des jeunes de l'époque qui foutaient rien. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, à cette époque, c'était jouer du luth et faire des vers qui étaient considérés comme la distraction. Et au début des années 1900 aussi, les femmes qui lisaient des romans à l'eau de rose ou les auteurs style Fantomas, c'était les séries de l'époque, tu vois, les séries télé d'aujourd'hui, ben c'était des romans type Fantomas où tu avais des petites pages ou des petits chapitres si j'ai bien compris tous les jours dans les quotidiens et en gros ben voilà, tu avais le bon peuple si je puis dire et ben qui lisait ce petit truc là et puis c'était considéré comme la honte un peu de lire ça. C'était de la piètre littérature. Mais au jour d'aujourd'hui, déjà quelqu'un qui a un livre dans les mains, tu vois, c'est déjà un intello. Alors si en plus il lisait Fantomas ou des vieux auteurs comme ça, ce serait un peu la classe aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est marrant de voir qu'à chaque fois ce qui était la classe ce qui était la honte de l'époque serait la classe d'aujourd'hui, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais intitulé joueur de lutte. Ah ouais, alors que maintenant jouer de la lutte là, ça me paraît compliqué, quoi.
Ouais, je pense que ce serait la classe si tu jouais de la lutte. Ça ferait un petit peu même, je sais pas, hipster ou peut-être que sur Tinder, tu mettrais des points avec ça, Rudy. Bah oui, vu que je suis Ça- tes conseils et ton coaching séduction, évidemment. Alors, quatrième sujet. Oh, ça va vite aujourd'hui. Bah oui, J'ai- t'as pas d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Si, que c'est que si. cette vie de bohème que tu vis, quoi? Où L'actualité, il regarde les nuages défiler, la dans la pilule au contemplation. soleil, le type. La Putain. contemplation. Non, alors j'ai refait de la corde à sauter, Rudy. Non, mais comme Là, avant, des vidéos bientôt? non, non, attends. J'en Oh. avais pas fait depuis environ une bonne année et demie, depuis ma fameuse blessure en mi-octobre. Et puis après, ben, j'avais peur. Et donc, je m'étais dit, je referais plus que des activités sans impact. Donc, du rameur, du ski, de la randonnée, de la natation. Mais plus jamais je ferai une activité avec des impacts. Donc, pas de course à pied, pas de corde à sauter et tout ça. Mais bon, je me suis dit que j'allais retester. Quand on est con, de toute façon. Voilà, ouais, c'est ça quand on est con. Et donc, j'ai recommencé. Alors, au début, j'ai fait, tiens-toi bien, 5 fois 1 minute avec 15 secondes de pause entre chaque. Et t'étais mort. Et ben, au bout de la première minute, j'avais déjà les mollets qui me brûlaient un peu. Et la corde, j'arrêtais pas de me la prendre dans les jambes. Je me disais, oh putain, ça va être dur. Ça va être dur. D'un côté, je me disais ça, puis je me disais aussi, j'étais sacrément bon. Avant, je me rendais pas compte, mais j'étais peut-être meilleur que je pensais. Bref. Et donc, du coup, la fois d'après, je passais à 6 fois 1 minute, puis 7 fois 1 minute, 8 fois 1 minute. Et ce matin, j'ai fait 7 fois 1 minute 30. Mais, Attends, mais tous les jours? non, non, pas tous les jours. Il y a à peu près tous les 2 jours, en fait. Au moment où je fais après mon renfort musculaire, là, après mon TRX et tout ça, j'en fais un petit peu. Et donc voilà, puis j'augmente petit à petit pour éviter d'avoir des périostites ou des courbatures au mollet ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas simple, hein. Bah non, mais je sais Les bien. petits sauts de base, ils reviennent. Les trucs compliqués, j'essaye même pas de les faire. Mais voilà, je me prends la corde dans les jambes. C'est fatigant au niveau des mollets, tout ça. Et cardiaquement, par contre, ça va? Ça va à peu près, voilà, il ne faut pas que j'aille trop vite non plus, mais ouais, je suis bien loin. Alors je sais plus, je crois qu'à un moment donné, j'avais voulu imiter les combats de boxe d'antan, je sais plus, qui étaient Ouais, en tu 15 faisais rounds où il y avait un ouais, truc tu comme sais, ça. tu faisais 12 ou 15 rounds de 3 minutes. Ouais. Eh ben là, c'en est loin, hein. C'en est loin. Donc ouais. Et donc voilà, donc j'ai un peu repris. Je sais pas si ça va durer dans le temps, parce que j'ai Bah, comme d'habitude, ça va pas durer. je sais pas, ouais, parce que j'ai peur que ça me tasse un peu le dos. Ouais. Ça va pas me tasser le dos évidemment, mais tu sais que ça me raidisse le dos. Et là, j'étais content en fait d'avoir le dos très très souple du fait de voilà de faire de la natation et pas de, enfin de la natation et des activités sans impact. Je trouvais que j'ai le dos qui est bien revenu souple. Et là, je sens que ça va me le raidir. Mais bon, on va voir. En tout cas, j'ai repris un peu, mais voilà, l'affaire est pas simple. Et du coup, je comprends que quand il y en avait qui avaient regardé mes quelques vidéos sur le YouTube, il disait que c'était pas mal, parce qu'effectivement, c'était pas mal ce que je faisais. Ouais, non, mais Vidéo. c'est là qu'on voit encore une fois que dès que tu arrêtes quelque chose, putain, tu le perds super vite, quoi. Moi, là, actuellement, bah, je courais un peu plus cet hiver. Voilà, je faisais un peu moins de kayak. Là, comme il fait beau, j'essaie de continuer à courir au moins une fois par semaine pour rester habitué au choc, parce que je me dis, si j'arrête et qu'après je veux reprendre, je vais devoir reprendre tout doucement. Et c'est l'enfer. En fait, tout est vraiment hyper spécifique, quoi. Et surtout avec l'âge qui passe, on voit qu'on perd, on se déconditionne hyper vite à une activité, quoi. C'est un peu frustrant quand même, hein. Ouais, ben à chaque fois, tu as la partie skills, donc la partie, on va dire, habileté. Donc là, c'est être capable de faire de la corde à sauter sans avoir la corde qui se prend dans tes jambes, quel que soit le saut que tu fais. Il y a la partie cardio. Bon, ça, la partie cardio, on peut dire qu'il y a, c'est un peu, il y a une, comment dire, il y a un transfert. Voilà, il y a une transférabilité, ça, à peu près. Mais par contre, il y a la partie musculaire et endurance musculaire et articulaire. Et c'est vrai que ça, chaque fois que tu changes d'activité, c'est quand même rare de retomber sur les mêmes trucs. Et là, au niveau de la corde à sauter, bah, c'est beaucoup cheville, mollet et je sais pas trop, peut-être dans le dos, peut-être l'infra-épineux ou quelque chose comme ça, parce que tu sais, faut mettre les bras un peu en position autostoppeur pour tenir la corde à sauter. Et et voilà, et donc mollet, ben j'ai plus en fait mollet, tu vois. Donc j'ai plus les mollets comme avant qui peuvent tenir aussi bien que ça. Et donc ben, je suis obligé de limiter parce que c'est sûr que si je fais le malin puis que je fais 30 fois 1 minute, je vais avoir des courbatures au mollet de fou, puis peut-être mal à la cheville, quoi, parce qu'elle est plus habituée. Et pourtant voilà, je marche beaucoup. Je fais beaucoup de marches à pieds nus et tout ça, donc on se dit je dois être un peu solide des articulations. Ben ouais, je suis pas si convaincu que ça, donc je vais doucement. Bah, t'es solide d'un truc, mais pas du reste. Ouais, C'est toujours quelque chose, hein. Il y a une transférabilité cardiaque d'un point de vue général, mais pas local. J'ai l'impression qu'on perd hyper vite, je sais pas comment dire, une endurance musculaire, elle se perd hyper vite.
Moi, je vois, je cours là, et des fois, je me dis, tiens, je ferais bien du vélo. Mais tiens, je vais remonter sur le vélo, je vais pas avancer, ça va être dur. Et pour retrouver mon petit niveau de rigolo, je vais en faire plusieurs séances. Et donc, finalement, j'en arrive un peu à cette conclusion. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes militer un peu pour, tu sais, l'athlète hybride qui fait plein de choses à la fois et tout ça. Et en fait, souvent, les personnes hybrides, c'est ceux qui s'entraînent comme des fous, hein. Ils s'entraînent 10, 15 fois par semaine, sans rigoler, quoi, comme les meilleurs triathlètes. Sauf que quand tu es amateur et que tu entraînes une fois par jour, bah en fait, quand tu fais un peu, je sais pas, un jour du vélo, un jour de la course à pied, un jour tu nages, un jour ceci, en fait, tu restes toujours nul, quoi. Parce que t'arrives pas à progresser. Et donc, j'ai l'impression que avant, je sais pas toi, mais moi j'étais très obsessionnel sur une activité, et je le suis encore beaucoup. J'ai l'impression que la mode aujourd'hui est plus à la diversité, ce qui fait que le niveau global dans une activité descend grandement, quoi, finalement. Mais est-ce que c'est pour le mieux ou pas? Je sais pas. Bon, non, mais après, là, on en avait déjà parlé, la diversité des activités, ça, je pense que c'est mieux. Mais Et comment tu deviens effectivement, bon alors? bah, oui, effectivement, ça c'est compliqué. Mais ça, on en avait déjà discuté. En fait, si tu te souviens de la conclusion à laquelle on était arrivé en regardant un petit peu autour de nous l'expérience, on avait vu que ceux qui étaient bons, en général, ils avaient commencé, l'activité A pendant un an. Après, ils passent à l'activité B pendant un an, mais ils continuent à faire un peu de A. Ensuite, ils passent à l'activité C pendant un an, mais ils continuent à faire AB. Et en gros, c'est comme ça qu'ils deviennent bons partout. Alors que si tu fais A, B, C, D 4 fois dans la semaine pendant 4 ans, bah là, ça marche moins. C'est ce qu'on avait remarqué. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais on a l'impression que ça marche moins. Enfin. Alors, sinon, Rudy, autre sujet. Cette fois-ci, on va parler de savon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, Y a-t-il une grande entreprise multinationale prête à conquérir le monde qui se prépare? eh ben, en fait, ce qui se prépare, Rudy, c'est le savon super physique. Non. SP, et voilà, et qui pourrait Mais est-ce qu'il s'appeler lave? aussi. Est-ce qu'il lave? Alors, attends, je vais tout expliquer cette histoire de savon parce que J'espère c'est que vous êtes bien intéressant. assis parce qu'attention, c'est une grande histoire. Donc, en fait, j'ai fait un atelier pour fabriquer des savons vers Non. chez moi. Voilà, c'était rigolo. Ce qu'on appelle, non, il dit non que c'était extraordinaire. Ce qu'on appelle la saponification à froid, où, en gros, tu fabriques du savon en mélangeant un corps gras ou des huiles. Par exemple, tu vas mélanger un peu d'huile d'olive avec du beurre de karité, de l'huile de coco. Hop, tu mélanges ça au mixeur. Après, t'ajoutes de la soude caustique et de l'eau. Alors tout ça, il y a des proportions à respecter, des histoires de température, tout ça. Tu remixes toute la chose et après, tu mets ça dans des moules. T'attends 24 heures, tu démoules et ensuite tu te retrouves avec des petits savons. Et ensuite, les petits savons, faut les mettre de côté pendant 4 à 6 semaines, le temps que la saponification fasse son travail. Et en gros, que la soude transforme les huiles en savon et en glycérine et que dans ton savon, il n'y ait plus du tout de soude pour pas qu'il soit corrosif. Et en gros, voilà, ça, c'est comment on fait un savon avec la méthode de la saponification à froid. Et donc, t'as plein de livres qui expliquent comment faire ça chez soi, avec des filles qui expliquent ça, vu que c'est à la mode ou ça a été à la mode en tout cas, vu que ça, tu fais ton savon chez toi tout seul, et c'est assez rigolo. Et moi, je me suis dit, tiens, je pourrais jouer à faire ça. Et après, on donnerait les savons en question à ceux qui passent des grosses commandes sur le site Superphysique. Ils auraient droit aux savons Des grosses Superphysique. commandes, comment? Je sais pas. Ça, Mais c'est est-ce qu'on parle de grosses commandes, genre 500 € pour son savon personnalisé? Ouais, alors attends, je vais continuer le truc. Tu vas tout comprendre les choses. Donc déjà, j'ai acheté, donc j'ai fait des petites emplettes au niveau des différentes huiles et tout. Alors pour te donner un ordre d'idée, entre l'inflation, de la même façon que tu as eu l'inflation alimentaire là, il y a eu aussi l'inflation sur les huiles Bon, cosmétiques. j'arrête de me laver alors. Et donc, les huiles alimentaires, si tu achètes ton huile d'olive, tu as dû voir que le prix il est à peu près x2 par rapport à il y a 2-3 ans. Je vois bien ça. Ouais. Et non seulement c'est x2, mais en plus c'est plus la même provenance. Moi de temps en temps, j'ai acheté une huile sur le Leclerc Bio. J'ai oublié comment elle s'appelait, Soubidou, un truc comme ça. Au début, c'était une huile espagnole. Maintenant, elle est à 12 € le litre et maintenant c'est écrit huile d'origine non UE. Hein. Ça devient plus d'espagnol. Tout est pareil, sauf la provenance et le prix multiplié par 2. Bref. Et l'huile d'olive en cosmétique, c'est 20 € le litre. Donc, c'est hyper cher. Mais est-ce qu'elle est différente de l'huile d'olive qu'on mange? Alors ça, j'en suis pas encore à cette étape-là. Ou est-ce que c'est du marketing un peu déguisé? Non, ça, j'ai pas compris ça, je sais pas encore expliquer. Mais effectivement, c'est plus cher. Mais il doit y avoir une différence, mais je la connais pas à l'heure actuelle. L'huile d'amande douce, c'est 40 € le kilo. 40 €? Bah non, c'est un savon de riche, là.
Bah justement, c'est là où je veux en venir. En fait, tout est très cher et donc du coup, faire un savon comme ça en saponification à froid avec des corps gras de bonne qualité, en gros, ça coûte très cher et tu vas voir en matière première, ça va être quelque chose du style entre 1,50 € et 2 € le petit savon de 100 grammes. Ça, c'est ce que ça te coûte juste la matière première, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce type de savon-là, après, tu vas le trouver dans des magasins artisanaux. Le savon, il est vendu 6, 7, voire 8 €. Comme tu as 20% de TVA, donc déjà, t'imagines si le savon est vendu 5 €, 20% de TVA, il y en a plus que 4 dans la poche de l'artisan. Sur les 4, si tu as encore 2 € de matière première, il lui reste que 2 € de bénéfices, sans compter toutes les autres, tout ce qui reste à payer, le loyer, etc., etc. Donc autant te dire que Mieux vaut les donner, quoi. ça, c'est encore autre chose, j'expliquerai pourquoi. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est très cher, ce type de savon-là, artisanal, de qualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les savons qu'on achète dans le commerce, hormis le vrai savon de Marseille, là, où il y a plus beaucoup de fabricants de vrais savons de Marseille, moi j'achète sur le site Marius Fabre, mais sinon les savons qu'on trouve, soit qui s'appellent savon de Marseille à tort, soit que vous trouvez dans les supermarchés, pire quand c'est des savons liquides, et ben en fait c'est de la vraie saleté. Et si je faisais un parallèle, les savons qu'on trouve dans le commerce actuellement, c'est la même chose que les sneakers ou le banania ou le Nutella pour la bouffe. En gros, c'est du poison. En gros, les savons qu'il y a dans le commerce actuellement, c'est du poison. Donc ils font pas de la saponification à froid, ils font un truc à chaud, et ils prennent la glycérine, ils la revendent et ils mettent à la place de la glycérine animale. C'est comme dans Fight Club, en fait. Ouais, non, c'est vrai, ça ressemble à ma mec là. Dans Fight Club, c'est du gras d'humain. Ouais. Et donc, Gras de pour la faire courte, les savons du commerce, c'est de la grosse daube. Et finalement, par rapport aux savons artisanaux, c'est pas cher. Mais en fait, c'est pas cher parce que c'est de la daube. C'est un peu la même chose qu'entre le Nutella et la purée de noisettes du Biocop. Bah ouais, la purée de noisettes, elle coûte 10 balles. Le petit pot, alors que le Nutella, je sais plus combien, c'est quelques euros le gros pot. Mais parce qu'en fait, c'est pas du tout le même produit. Et ben là, c'est pas du tout le même produit entre un savon artisanal et un savon du commerce. Et donc, je me suis dit, que puisque nous sur Superphysique, et ben voilà, nos valeurs c'était de faire des produits de qualité, bio et tout ça, et ben que le savon artisanal Superphysique, ce serait assez cohérent avec la chose. Mais sauf que on peut pas vendre du savon comme ça, évidemment, heureusement. Il faut avoir un espèce d'agrément, enfin déclarer sa savonnerie, tout. Savonnerie. Bah ouais. Donc, bah oui, parce que si tu fais un savon qui est du poison, ou t'as mal géré le truc, puis il y a plein de soude caustique de tout dedans, tu le vends et le type il utilise le savon puis il se brûle, tu vois, ça va pas. Et dis donc, les savons que tu vas nous envoyer, ça va aller quand même ou on va se brûler? En fait, je me dis, si nous on les donne entre guillemets comme si c'est pas grave si les gens se brûlent, quoi. Bah non, mais comme si c'était moi qui donnais le savon à un pote, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Donc, dans un premier temps, on peut faire comme ça pour voir comment les gens apprécient l'initiative. Et voilà. Et alors, donc j'ai acheté le tampon SP pour pouvoir mettre sur les savons en question. Et l'avantage, c'est que si un jour ça devient par exemple la savonnerie des pins, eh ben en fait SP ça marche aussi pour savonnerie des pins. Tu vois, j'aurais pas besoin de racheter un nouveau tampon. Et donc voilà. Pourquoi savonnerie des pins? Bah, parce que je sais pas, j'avais pensé à ce nom-là et je me suis dit bah tiens, puis coup de peau ça fait SP aussi. Donc c'est les mêmes initiales. Mais donc alors t'as attaqué là déjà ta fabrication? Alors donc là j'ai acheté le matériel et tout ça et effectivement je vais commencer, mais il faut que alors c'est toute une affaire, je vais la raconter vite fait parce que tout le monde s'en fout. En gros, il faut que j'ai un endroit pour stocker les savons et donc j'ai un très bon endroit qui est le vide sanitaire de ma maison. C'est bien au sec, bien à l'obscurité et tout. Sauf que le précédent habitant de la maison, il a laissé tout du bordel dans le vide sanitaire, et donc en gros, faut que je nettoie tout. Et c'est un peu les travaux d'Hercule, c'est un peu les écuries d'OGS là-dedans. Et donc du coup, je me suis dit, d'abord tu nettoies tout le bordel, et ensuite tu te feras plaisir en faisant les savons, parce que si tu commences à faire les savons en premier, et ben t'auras plus le courage après de nettoyer le bordel. Donc, bref, quand j'aurai mon entrepôt de stockage de savon, je me mettrai à... Et donc, quand est-ce qu'on va avoir ces savons? Voilà, ben c'est ça. Imaginons qu'il me faille 2 semaines pour tout nettoyer les écuries d'Augias. Donc, dans 2 semaines, au prochain podcast, tu auras nettoyé. Voilà, admettons. Ah non, et ensuite, non, mais pas. Attends, tu fais des annonces, on veut des dates, nous. Si après, il faut encore faire les savons, ça, c'est pas très long, ça met, allez, une heure pour les fabriquer, mais après, il faut attendre encore 6 semaines
pour que le processus de saponification à froid se passe. Donc, en gros, je pense que pour mi-septembre, ceux qui passent des commandes, je sais pas moi, de 150 € ou de 200 € sur le site Superphysique, eh ben, ils auraient droit au savon gratuit. Voilà l'idée. C'est un savon, je crois, qui rend très musclé, en plus, qui fait perdre du gras. Franchement, il a des propriétés insoupçonnées. On a vu quand tu te laves avec, d'un coup, putain, tu ressors de là, t'es beaucoup plus beau. Ouais. Alors l'avantage, c'est que on peut jouer un peu en mettant des huiles essentielles pour avoir des bonnes odeurs et tout ça. Et quelle couleur il sera? Parce que moi, j'aime bien les couleurs plastiques. Alors, oui, justement, non, il y aura pas de couleur, Rudy. C'est quelle couleur, là? C'est couleur merde? Ce sera la couleur d'origine. Parce qu'en fait, si tu veux de la couleur, donc soit t'ajoutes des colorants pourris et tout ça, c'est les savons habituels. Soit en fait, tu utilises des ingrédients naturels pour créer de la couleur. Donc par exemple, si tu veux de la couleur orange, tu vas devoir mettre du curcuma. Si tu veux une couleur noire, tu vas mettre du charbon. Ou si tu veux des différentes autres couleurs, tu peux jouer une couleur rouge, tu peux mettre de l'argile rouge ou des choses comme ça. Mais du coup, tu te dis ça fait quand même un peu cher la couleur parce que si tu gaspilles 3 cuillères de curcuma bio pour juste avoir une couleur orange sur le savon, parce que tu t'as pas les bénéfices du curcuma en fait, c'est juste la couleur, tu vois. Tu te dis ça fait cher la couleur. Donc à mon avis, nous on fera pas la couleur. Par contre, les huiles essentielles, là tu as l'odeur et puis tu as quelques bénéfices aux huiles essentielles, tu vois, il peut y avoir un côté parfois apaisant, nettoyant, ouais, ça dépend des huiles. Et donc voilà. Et donc moi l'huile à laquelle j'ai pensé en priorité, c'est la menthe poivrée. Voilà, ah oui, c'est bien ça. Voilà, c'est un peu de peps. Donc ça, je me dis ça pour Superphysique de la menthe poivrée, ce sera pas mal. Ça donnera le spirit, c'est sûr. Ça donnera le spirit. Et puis, comme je suis quand même on va dire le comptable de Superphysique, évidemment, j'ai fait mon petit fichier Excel pour voir quelles sont les huiles avec le meilleur rapport qualité-prix, etc. Ah bah c'est qui paye? C'est nous? Si jamais ils sont donnés sur Superphysique, bah oui, ce sera Superphysique qui achètera les ingrédients. Non, je suis plumé. Je suis plumé pour que le type se lave au savon. Je suis ruiné. Ah putain, c'est la nouvelle. Donc voilà. Bon on dira les commandes de 300 € minimum, parce que j'ai pas envie d'être pauvre. T'inquiète pas, Rudy, je vais pas faire acheter trop d'huile d'amande douce à Superphysique. À 40 € le kilo, moi j'en mettrais pas du tout. Non, on va pas faire des savons comme ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après, donc tu peux travailler sur ta formule pour optimiser certains ratios. Et ça m'a rappelé mes cours, mais bon, toi, ça te parlera pas avec ça m'a rappelé des cours de recherche opérationnelle quand je faisais ma maîtrise d'informatique, où en gros, tu résolvais des équations avec plein d'inconnus. Voilà, pour optimiser des ratios. Et on peut faire ça un petit peu avec le savon, tu vois, pour savoir si tu mets 50% d'huile d'olive et 30% de beurre de karité, ou si tu mets 48% d'huile d'olive et 32% de beurre de karité, tout ça, pour optimiser tes ratios au niveau du savon, pour qu'il soit doux, pour qu'il fasse des bulles, pour qu'il ait de la tenue, etc. Et avec le meilleur rapport qualité-prix possible. Ça va mousser alors. C'est un peu rigolo. Ouais, ça va mousser, mais après, ça dépend de ce que tu mets dedans. Justement, c'est l'huile de coco qui fait mousser. Et donc, si t'en mets beaucoup, ça va mousser beaucoup. Mais après, il y a d'autres inconvénients. Il aura peut-être moins de tenue ou des choses comme ça. Donc, bref, t'as des... Mais est-ce que le gras du savon pénètre dans la peau et compte comme des calories? Ah, tu me parles que de gras. Alors, est-ce que ça va me faire prendre du gras? Non, t'inquiète pas, oui, ça va pas te faire prendre du gras. Mais justement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises du savon du commerce, le savon, il enlève la petite couche de gras naturel que tu as sur le corps, en même temps qu'il t'enlève, les saletés que tu as sur la peau, la poussière et tout ça. Mais après, du coup, tu te retrouves sans petite couche gras protectrice sur ta peau quand tu as un savon normal. Alors que le savon artisanal, il recrée une petite couche de gras sur la peau et du coup, ta peau est bien hydratée, elle est mieux protégée de la saleté et tout ça. Et du coup, en me renseignant sur tout ça, moi qui utilise le savon de Marseille depuis un sacré moment maintenant, y compris pour me laver les dents, depuis le fameux podcast où un type en commentaire avait dit qu'il l'utilisait pour se laver les dents, et du coup je continue, donc je sais pas combien d'années on en est maintenant, mais ça fait un moment. Et tu sais, j'avais dit à un moment donné que j'avais plus de points noirs sur le nez, etc., puis que j'avais eu une belle peau, et je savais pas si c'était le fait d'être devenu vegan et d'avoir supprimé les produits laitiers. Non, c'est pas ça, c'est pas le véganisme. Ou si c'était le savon de Marseille, parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais pas de savon de Marseille, en fait j'utilisais un truc du commerce à la con, et en fait le truc du commerce à la con il t'assèche la peau
Et en asséchant la peau après la peau, elle peut réagir à l'inverse et au contraire produire plein de gras entre guillemets au niveau des pores du nez. Et après, t'as un nez plein de points noirs parce que t'as utilisé un savon qui était trop asséchant. Alors que le savon de Marseille a pas cet effet-là. Et c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai un nez tout beau depuis des années et des années maintenant, Rudy. Donc bientôt le savon de Biscarrosse pour concurrencer le savon de Marseille. J'ai bien compris. Et le savon super physique ou le savon savonnerie des pins, Rudy. Donc voilà l'histoire. Okay. Et je vais essayer de tenir et de pas parler dans le vide et qu'au final les savons ne voient pas le jour, mon cher Rudy. On commence à connaître l'animal. Je pense que les éditeurs l'ont bien compris depuis le temps. Tu démarres une activité en trombe et puis rapidement ça s'essouffle. Mais c'est parce que je me cherche. T'atteins un niveau moyen plus et puis tu t'arrêtes avant de devenir bon. Donc on a compris l'histoire. Ouais, mais d'ailleurs là je me suis mis à l'italien. J'en ai eu marre de l'espagnol. Comment est-ce là comment est-ce non, comment est-ce là, c'est en espagnol. Mais c'est comment en italien alors? Exactement comme là, comment ça va pas le type, putain, j'ai pas l'italien. C'est pas encore la leçon. Je sais dire buongiorno. Super. Super. Je sais dire buongiorno, ils prennent un cappuccino. Bon, tu dis cappuccino tout court, ça suffit quoi. Et je sais dire aussi, j'ai une fin de loup. Oh, una fama di lupo. Tu fais un beau loupo, toi. Bref. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, j'ai une fin de loup, faut pas trop le dire maintenant. Pourquoi? Parce qu'à 44 ans, quand t'as une fin de loup, après, tu grossis. Comme avant, oui. T'en parlais justement avec Street rapidement, entre nous là. Tu peux plus bouffer comme avant alors? Malgré les activités que tu fais là. Tu manges plus rien alors? Si, je mange, mais c'est plus comme avant. En fait, si tu te souviens, avant, j'étais obligé de prendre du gainer pour pas perdre de poids. Oui, en fait, tu mangeais un peu comme un goré. Moi, je me souviens quand t'étais jeune, tu mangeais vraiment beaucoup, quoi. Ouais, alors en fait, quand j'avais 20 ans, je mangeais limite de la malbouffe, là, en mettant pas de la malbouffe. Du fromage raclette au micro-ondes. Voilà, en mangeant beaucoup de fromage, d'aliments très très riches sur le plan calories. Après, il y a eu la période où je mangeais du gainer et tout ça, toujours pour avoir des calories, quoi, et sans avoir mal au ventre. C'était ça le problème. C'était avoir le plus de calories possible, enfin de qualité, sans avoir mal au ventre. Et là, au fil des années, là en fait, ça sert à rien que je prenne un gainer. Parce que si je mange trop, en fait, j'ai autour du ventre, tu vois tout de suite, ça s'épaissit un peu. Et donc là, les gainers et tout ça, c'est fini. Autant l'après-midi, c'est éventuellement lait de soja puis un peu de protéines en poudre ou même simplement quelques fruits, quoi. Mais le temps. Mais tu manges quand même des féculents encore, genre midi soir? Oui, des féculents, j'en mange, mais je peux pas en manger trop. En fait. Ça veut dire quoi? À vue d'œil, tu manges 60 grammes? Je sais pas les grammes, mais non, une bonne assiette, mais c'est plus comme avant, quoi. Tu te resserres pas 2 fois, tu vois. C'est ça. Donc, mais ça va. Je peux encore manger plus que la plupart des gens, vu que je fais des trucs sans grossir, mais c'est vraiment plus comme avant. Tu te resserres pas, quoi. T'as pas le droit de te resservir. Entraîne-toi plus, fais quelque chose. Mais j'en fais pas mal quand même. Quand tu vois tout ce que je marche, je nage et tout ça, j'en fais. Hein. C'est la muscu, la muscu, ça brûle les calories, c'est ça que tu devrais faire. Ouais, non, et ça se trouve effectivement. Cela dit, j'avais déjà calculé, c'était pas non plus monstrueux. Je m'étais amusé à calculer si j'avais mes 10 kilos de plus d'avant. Allez, 7 à 10 kilos de plus, mettons qu'il y ait peut-être plus de gras, j'en sais rien. 7 à 10 kilos de plus, combien ça faisait en métabolisme basal en plus? J'en avais déjà parlé en podcast, mais je crois que ça faisait 500 ou 600. Ah ouais, tu te rends compte, t'avais 120 ou 140 grammes de féculents en plus crus, ça fait une. Là, tu peux te resservir. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Enfin. Faire du sport pour manger, quand même, bravo. Là, mais bon, ça a jamais été trop mon truc, faire du sport pour manger. Mais ouais. En tout cas, les gainers, c'est fini pour moi, mon cher Rudy. Alors, est-ce que tu veux faire une question pendant les 10 minutes qui nous restent? Évidemment que je vais faire des questions. Qu'est-ce que tu crois, toi? Alors, attends, faut que je sélectionne bien. J'en ai sélectionné plein, comme d'habitude, parce que j'ai reçu un message, j'en ai pas fait part, mais la semaine dernière, quand on a fait le podcast, et il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, les podcasts avec Fabrice, vous faites pas de questions, tout ça, c'est pas normal et tout. J'ai dit ouais, mais écoute, il y en a pour tous les goûts. On fait 3 invités différents, donc forcément. Ouais, c'est parce que Fabrice, il en a marre de faire les questions. Il en a fait pendant 15 ans sur le forum, 5 ans en podcast, et il en a marre des questions. Il en a marre des questions et puis il s'entraîne plus, de toute façon. Il fait plus de sport, il fait des savons.
On va se les arracher, mes savons, Rudy. Tu pourras les montrer à tes copines et te doucher avec, tout ça. Tu verras. J'en passerai bien le savon. Ça te fera une ouverture. Regarde, c'est mon savon. C'est mon savon que j'ai payé. Mais je savais pas. Il y a jamais que j'en passerai, je dirais moins 1 euro, moins 1 euro. Et je peux dire que je vais pas l'utiliser. On va pas se laver. Alors, j'ai une question que je voulais traiter. De Chen, elle était bien. Euh, concernant ma question, donc c'est un type qui s'est mis à faire les épaules à fond, tout ça, il a pris des épaules. Durant cette période d'arrêt des pectoraux pour établir mes épaules, j'ai focus à fond sur le dos et j'ai également rajouté du rameur en fin de séance. Depuis que je fais cela, je me sens beaucoup plus à l'aise au niveau de la rétraction des omoplates. Serait-ce une bonne stratégie de garder le rameur en fin de séance à haute intensité pendant 20 bonnes minutes dans une optique d'amélioration de la posture, encore une fois, étant donné que c'est globalement un tirage, même si c'est une faible résistance, je me dis que cela peut faire du bien. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice, de rajouter du rameur en fin de séance dans une optique de rajouter un peu plus de tirage comme on en fait pratiquement jamais assez? Oui, bah, ça mange pas de pain. En fait, 20 minutes à haute intensité, ça doit pas être à haute intensité, hein, parce que sinon, il tiendrait pas 20 minutes. Ouais, ça peut être 20 minutes au seuil, entre guillemets, tu vois? Entre guillemets. Ah oui, 20 minutes au seuil, ouais, allez. Donc c'est quand même un effort difficile. Oui, effectivement. Donc, ça serait, alors, dans mes souvenirs de rameur, ça ferait, voilà, une cadence entre 24, 28, et puis, voilà, tu tires un peu, ouais, 20 minutes, ouais, c'est possible. Mais, ouais, en fait, il a dit exactement le truc, c'est que, ben, je pense que ça lui améliore sa proprioception pour apprendre, si tant est qu'il fasse bien le mouvement au rameur, pour apprendre à rétracter les épaules et tout ça. Mais sinon, au niveau musculaire, bon, ça donne pas grand-chose. Hein, on en a déjà discuté plein de fois. Puis le rameur seul peut pas compenser le développé couché. Hein, ça, c'est sûr que non. Mais en complément, ouais, ça mange pas de pain. Après, comme on avait dit, le rameur, en fait, c'est un genre de presse à cuisse, la vérité, le rameur. Faut le voir comme ça. C'est plus un mouvement de jambe et un mouvement de poussée des jambes qu'un mouvement de tirage du dos. Et donc du coup, voilà, ça a rien à voir avec faire du tirage horizontal avec 50, 60 kilos. Ou je sais pas quoi, sauf quand on le fait en tirage, quoi, en gros. Ouais, voilà, sauf quand tu le fais en tirage, mais du coup, c'est plus le mouvement académique. Oui, après, tu utilises la machine de manière différente. Bah, d'ailleurs, toi, la machine, tu l'utilises un peu de manière particulière. Tu mets la résistance à fond, tu tires comme une brute. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Mais en parlant de ça, j'ai lu un très bon livre dont j'ai parlé la semaine dernière sur mon Patreon, qui pourrait peut-être tu fais plus de rameur, donc c'est con. Ça s'appelle Génération Mund. Et donc, c'est consacré à l'entraîneur allemand qui a entraîné les Français à partir des années 90 en aviron et qui a justement démocratisé l'entraînement à basse cadence. Donc, et dans le bouquin, ils expliquent, juste pour l'anecdote, que quand il est arrivé et qu'il a dit, voilà, maintenant, on va faire des cadences 16 à 18 en priorité, et les mecs se sont marrés et ont cru qu'ils se foutaient de leur gueule, en fait. Ah ouais. Et donc, c'est bien expliqué dans le bouquin, tout ça. Donc, le bouquin est vraiment bien. Si jamais il y en a qui veulent lâcher, c'est Génération Mund, M-U-N-D, parce que le gars s'appelait Eberhard Mund. Et bref, et le bouquin est vraiment super. Et toute la préparation d'entraînement, c'est un peu ça. Et donc, il explique les différentes cadences, pourquoi il fait faire des basses cadences, pour travailler l'amplitude, pour travailler la force de chaque coup, tout ça. Et donc, les mecs étaient un peu fous, parce qu'ils disent, attendez, on va pas faire des 16-18 de cadence ou 20 de cadence. Il dit, en compète, on est à 30, 35, 40. Il dit, ça va pas. Et le mec explique. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'ils ont eu des résultats. C'est le gars qui a relevé, entre guillemets, en bonne partie, le niveau de l'aviron français qui était vraiment très, très, très mauvais, quoi. Donc un bon bouquin, Fabrice, si jamais tu veux te remettre au rameur, sait-on jamais, cet hiver. Voilà, quand en prévision d'une performance, le bouquin coûte 30 euros et franchement, il vaut bien plus. Hein. Pour moi, ça valait plus. Ok, et donc du coup, réponds à... Ah ouais, la question, moi, comme je dis sur le forum, ça me paraît beaucoup 20 minutes de rameur à haute intensité, mais si il le fait plutôt à basse intensité, voilà, et ça fait toujours un petit travail supplémentaire de tirage. Après, effectivement, la résistance vaut pas celle des exercices de poussée. Donc, mais peut-être que, mais notre expérience tend à démontrer le contraire, que voilà, le volume à basse intensité peut compenser l'intensité des antagonistes. Je crois pas trop, mais en tout cas, ça peut pas faire de mal. Je pense que ça peut faire que du bien. Le truc après, c'est effectivement, faut le faire à basse cadence, pas trop haute intensité, parce que tu montes très très vite cardiaquement quand t'as pas l'habitude. Et donc, ouais, faut y aller mollo, quoi. Faut y aller mollo. Alors, j'ai une autre question, Fabrice. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est une question d'Alex. J'y ai pas répondu. En musculation, il est admis que le repère temporel pour un cycle d'entraînement est la semaine. 3 ou 4 séances par semaine est quelque chose de très classique.
Par cycle, je ne parle pas de cycle de force, hypertrophie ou ce genre de choses, mais simplement de la fréquence à laquelle on va répéter ces séances. Est-ce juste une histoire d'habitude, de convention, ou est-ce que, par exemple, pour un cycle de 3 séances, faire la séance 1 et 2 la semaine 1, la séance 3 la semaine 2, puis continuer à faire la séance 1 la semaine 2, etc., serait convenable? Ce n'est qu'un exemple lambda pour illustrer mon propos. Il pourrait y avoir plein d'autres configurations possibles. En gros, fondamentalement, ce que je demande est, si un individu applique la surcharge progressive sur ses séances et progresse, en quoi serait-il mauvais de ne pas se baser exactement sur une semaine, mais à la place sur une semaine et demie, 8 jours, 9 jours, 10 jours, peu importe. Dans le cas où cet individu, pour raison X, où il trouverait ça plus pratique à une période donnée de sa vie. Est-ce que la légère réduction de la fréquence empêcherait la progression? Fondamentalement, la semaine est juste une invention humaine pour un repère temporel pratique, d'où ma question. Je ne pense pas que pour le corps cela change grand-chose. Je pose cette question car il m'arrive d'avoir des périodes où mes activités autres que la musculation prennent beaucoup plus de temps qu'à d'autres moments. Et où adopter ce genre de rythme me permettrait de continuer à progresser sans avoir cette fâcheuse impression de ne pas avoir réussi à valider toutes mes séances et de me sentir embêté par ça. Et donc, pendant ces périodes, adopter ce genre de fréquence serait hyper pratique pour moi. Cela me permettrait de continuer les mêmes entraînements plutôt que de les modifier pour qu'ils durent moins longtemps, solution dont je suis moins fan car il n'y a plus la progression qu'on cherche à avoir. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses de faire du heavy duty finalement? Mike, Ouais. là. Ouais, alors déjà, cette histoire de semaine, en fait, c'est vrai que là, ce qui se passe, c'est que la musculation s'est bien démocratisée et pour la praticité des gens, les programmes d'entraînement, ils sont basés sur la semaine parce que voilà, chacun a le week-end qui tombe au même moment, etc. C'est plus facile de faire comme ça. Mais en fait, avant que la muscu soit démocratisée et quand c'était une activité de marginale et où les gens vivaient, dormaient muscu, vu que c'était une activité très prenante, ben en réalité, non, c'était pas toujours la semaine, mais c'était pas lui, il pense plutôt 8, 9, 10 jours. En fait, non, c'était plutôt sur 5 jours. Et donc, par exemple, on pouvait avoir un entraînement où on allait faire les pecs, par exemple, tous les 5 jours. Et donc, on avait, je sais pas moi, allez, on faisait pec dos le lundi, admettons. Ensuite, on faisait épaule-bras le mardi. Allez, un jour de pause. Ensuite, les cuisses, admettons. Et puis après, le jour suivant, eh ben, on revenait au début. Et du coup, on faisait une semaine de 5 jours, par exemple, ou une semaine de 6 jours. Et l'entraînement, il était comme ça. On faisait un split, voilà, sur 5-6 jours. Et on faisait pas sur 7. Parce que effectivement, quand on est sur 7 jours, la fréquence, elle peut être un petit peu basse quand même, hein. Même s'il y a un travail indirect entre les différents muscles. Ça, on a déjà parlé plein de fois. Quand, par exemple, si la séance de triceps, bah, vous faites du développé couché serré ou des dips, ça fait un petit rappel pec. Mais voilà, donc on était sur une petite semaine avant dans le temps. Mais de nos jours, c'est pas pratique pour les gens de s'entraîner comme ça parce que ça fait tomber des fois les entraînements le week-end. Et donc du coup, bah, si vous avez des gosses, si vous avez une copine et tout ça, c'est galère. Alors qu'avant, bah, la copine, elle s'adaptait aux séances, hein. Elle Enfin, passait après les séances, important enfin. la muscu. Voilà, c'est plus important la muscu que la copine. Donc si la séance tombait le samedi matin ou le dimanche matin, bah tant pis pour elle. Elle serait au lit toute seule et puis c'est tout quoi. Et donc, c'était comme ça. Et par contre, alors, des fréquences plus importantes, genre de 8, 9 jours ou 10 jours. Alors, il y a Mike Menzer qui, de temps en temps, je crois, avait recommandé ça dans son bouquin Heavy Duty 2 pour ceux qui étaient surentraînés. Mais bon, Mike Menzer, il était un peu perché. Par contre, en force athlétique, ce qui pouvait se faire, c'est le soulevé de terre. Comme c'était un mouvement tellement taxant, eh ben, il y avait des programmes d'entraînement où effectivement, le soulevé de terre, il était fait tous les 8, 9 ou 10 jours. Et en fait, c'était compensé par des séances de squat ou peut-être de soulevé de terre jambes tendues, je me souviens plus. Mais en gros, voilà, le soulevé de terre, la fréquence était supérieure à la semaine. Mais voilà. Ouais, C'est non, pas mais Rudy que c'était comme ça avant. oui, oui, avant, on faisait un soulevé de terre lourd toutes les 2 semaines, du moins en force athlétique, et puis maintenant, ça a drastiquement changé, ce qui fait progresser plus vite, mais peut-être pas durer plus longtemps. On aura bientôt des réponses, mais bon, malheureusement, on les connaît un peu. Non, mais la question d'Alex, elle est bien. En fait, ce que je pense, c'est que quand tu diminues comme ça la fréquence, euh, c'est pas que ça va gêner ta progression si tu diminues un petit peu ta fréquence en termes de charge, mais tu vas avoir des conséquences dans le genre des courbatures assez affreuses, vraiment importantes. Vraiment, c'est ça que tu vas avoir. Imaginons que tu fais les cuisses tous les 10 jours, bah en fait, tu vas avoir des courbatures de malade. Et c'est pour ça que je suis pas trop pour ce genre de fréquence, à moins
d'avoir un très 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 haut niveau en muscu et de forcer à fond et donc d'intercaler en plus entre-temps une séance légère, un peu comme le soulevé de terre on disait. Et donc voilà, pourquoi pas. Mais sinon, je pense qu'il y a plus d'effets négatifs que positifs et que tu n'arrives pas en plus à maintenir ta progression. Tu vois, pour ton niveau, Alex, qui est un niveau, on va dire, intermédiaire à peu près, je pense que si tu fais un exercice tous les 10 jours, en fait, tu commences à perdre techniquement dessus. Je prends un exemple à la con, développé couché, tu en fais que tous les 10 jours. Ah, tu vas sentir qu'à bout d'un moment, ton geste part un peu, nerveusement, c'est pas optimal. Et je pense qu'en plus, l'âge avançant, Alex, t'es plus si jeune que ça, non plus. On a pris le même âge, je crois. Et bref. Et donc, en fait, tu vas te déconditionner de plus en plus. Et donc, ta progression va se retrouver limitée. D'autant plus, encore une fois, que tu vas avoir des courbatures qui vont te limiter les jours d'après. Et qui vont, je sais pas, mais on en a souvent parlé. Moi, j'aime pas avoir des courbatures handicapantes, quoi. C'est des courbatures un peu, ok, mais c'est pas des courbatures handicapantes. Et donc, moins tu répètes un entraînement, un geste, plus tu es sensible à l'effort, plus tu as des courbatures, un peu comme la corde à sauter de Fabrice, et plus tu peux aussi te blesser un peu facilement. Donc, moi, je recommanderais pas la diminution de cette fréquence d'entraînement par groupe musculaire à un niveau débutant, semi-débutant, intermédiaire, mais plutôt à l'inverse, de modifier le programme pour faire plutôt 2 séances par semaine. Effectivement, la progression globale sera moins importante, mais la progression pourra se maintenir sur certains groupes musculaires. Par exemple, on peut choisir de faire l'impasse, je sais pas, sur les bras ou sur les épaules pour se concentrer sur pec, dos, cuisse. Voilà, on peut choisir un peu. Ou faire des mouvements un peu plus composés. Si on fait du coucher serré, ça fait pec et triceps. Ou, voilà, on peut trouver des petites astuces pour faire que 2 séances par semaine et continuer à avoir une fréquence euh, d'une fois par semaine, voilà, pour un même groupe musculaire, même si c'est pas l'optimal pour la plupart. Les séances indirectes, ça aide quand même. Mais ouais, je suis pas trop pour diminuer. Je pense que c'est une erreur pour la plupart et que ça va, à terme, ça va plutôt conduire à un désentraînement. En fait, après, c'est comme tout, hein, quand on veut progresser dans un domaine, quand quelqu'un me contacte ou n'importe quelle activité physique, j'écoutais encore mon pote Nico la dernière fois, tu cours 2 fois par semaine, tu progresses un peu, mais en fait, tu veux vraiment progresser, c'est 3-4 séances par semaine et dans n'importe quelle activité. Tu veux faire du rameur, t'en fais 2 fois par semaine, tu progresses un petit peu au début, mais en fait, il faut en faire 3 ou 4. Voilà. Et c'est un peu partout pareil. À 2 séances, tu peux maintenir, progresser un petit peu si t'as pas un super niveau. À moins que ça, en fait, t'es sportif sédentaire et encore sédentaire plus, quoi. Donc, je suis pas sûr que ça ait trop de sens de garder ces 3 séances si on peut pas les faire au moins dans la semaine pour avoir au moins une fréquence de sollicitation de chaque muscle une fois par semaine. Voilà. Ok. Et ben Une voilà. autre question ou c'est fini? Ben, on va s'arrêter là, Fabrice. Tu m'avais dit 45 minutes. On est pile poil à 45 minutes. Donc, il est déjà un peu tard, c'est pour ça. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Vous l'avez compris, on aura peut-être des savons prochainement. Je compte sur vous. N'oubliez pas, si vous êtes arrivé au bout et que vous êtes par exemple sur YouTube, les pouces bleus, les abonnements, tout ça. Et j'ai été surpris la dernière fois d'en reparler un peu et d'un coup, ça a fait des abonnés, des pouces, des commentaires. Donc bon. Ah bon, donc en fait, quand des fois dans Quand tu les le dis, vidéos ça marche en fait. Ah ouais, parce que tu sais, souvent dans les vidéos YouTube, on te dit n'oubliez pas de vous abonner, etc. Mais c'est tellement la rengaine, on se dit mais ça sert à rien de le moi dire. aussi, je me dis c'est prendre les gens pour des cons. Je dis moi Ouais, si un truc est bien, je regarde une vidéo, je mets un pouce en fait naturellement. Si je vois 2-3 vidéos bien, et ben je m'abonne, voilà, et je mets et si c'est bien, je mets aussi toujours un commentaire encourageant. Mais en fait, c'est pas naturel. Donc faut le dire. Donc mettez un pouce, un commentaire encourageant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous. C'est triste, hein, c'est triste. Mais bon, ouais, voilà. Et j'espère que on peut compter sur vous. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur les forums Superphysique. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Allez, salut! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.